En 2017, sortait sur les écrans un film étrange, une comédie autoparodique intitulée Rock'n'Roll. Guillaume Canet y joue son propre rôle, celui d'un acteur angoissé par le temps qui passe, vivant dans l'ombre de sa compagne, Marion Cotillard devenue une icône internationale, inaccessible et engagée. Le film fait rire le public, qui y voit une satire intelligente du star system, mais aujourd'hui, avec le recul de leur séparation, ces images prennent une signification radicalement différente, plus sombre, presque troublante. Chaque blague sur la carrière de l'un, chaque caricature du mode de vie de l'autre résonne maintenant comme un avertissement. Ces scènes, où la fiction imite si bien leur vie, n'étaient-elles qu'une simple comédie, ou bien le miroir déformant de fissures bien réelles qui commençaient déjà à fracturer leur couple? Et si ce film était en réalité la pièce à conviction la plus importante de leur histoire, une confession publique déguisée en farce, et si, 8 ans avant l'annonce officielle en nous faisant rire, Marion Cotillard et Guillaume Canet nous avaient déjà tout raconté sur la fin de leur amour? Ce n'est peut-être pas l'histoire d'une rupture que nous devons comprendre, mais celle d'une chute annoncée depuis longtemps. Pour comprendre la prophétie, il faut rembobiner, revenir au commencement, non pas de la fin, mais de la fondation du mythe. L'année 2003, et un film s'apprête à marquer une génération, jeu d'enfant, c'est là à l'écran que naît l'étincelle, une alchimie si puissante, si ludique et si dangereuse qu'elle semble trop parfaite pour n'être qu'un jeu d'acteurs. Le public tombe amoureux d'eux, avant même qu'ils ne tombent amoureux l'un de l'autre. Cap ou pas cap devient le slogan non officiel de leur future légende. Mais le coup de génie de leur histoire est qu'elle ne commence pas réellement ici. C'est pas une romance de plateau de tournage. C'est en 2007, après avoir vécu d'autres vies, qu'ils se retrouvent enfin. Ce décalage donne à leur union un poids de destin, de maturité. C'est pas une impulsion, c'est une évidence. La première pierre d'un empire est posée. Très vite, cet empire s'étend sur 2 fronts. Il y a d'abord le sacre de la reine. En 2008, Marion Cotillard accomplit ce que peu d'actrices françaises ont réussi. Elle remporte l'Oscar pour son incarnation d'Édith Piaf dans La Môme. C'est pas juste un prix, c'est un couronnement. Elle devient l'ambassadrice du glamour français, une figure de proue adoubée par Hollywood. Elle n'est plus seulement une actrice, elle est un symbole national, la preuve vivante que l'art français peut conquérir le monde. Pendant ce temps, le roi consolide son pouvoir sur ses terres. Guillaume Canet, déjà acteur reconnu, s'affirme comme un réalisateur majeur. Le César pour Ne le dit à personne, puis le triomphe populaire phénoménal des Petits Mouchoirs l'installe comme le chroniqueur de sa génération. Il sait filmer l'amitié, les doutes, les joies et les peines des Français, comme personne. Si Marion est la conquérante, Guillaume est le gardien du temple. Il règne sur le cœur du public français. Leur force est là, ils ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Un double trône pour un seul empire. Mais cet empire ne repose pas seulement sur le succès. Il repose sur un contrat tacite passé avec le public. Dans un monde de télé-réalité et de scandales éphémères, le couple Cotillard-Canet offre autre chose. Une promesse de stabilité, d'élégance et de discrétion. Leur image est celle d'un art de vivre à la française, d'une famille protégée, de valeurs solides. En échange de ce rêve de perfection, le public leur offre une admiration sans faille et un respect quasi total de leur vie privée. Ils deviennent un couple repère, un phare dans la tempête médiatique. Pendant plus d'une décennie, leur ascension semble sans limite. Chaque apparition commune sur le tapis rouge est un événement, chaque collaboration un succès annoncé. Ils ont le talent, la beauté, l'intelligence et surtout, ils ont l'amour. Un empire en apparence invincible, admiré de tous, mais comme tous les empires, celui-ci portait en lui, invisible aux yeux du monde, les germes de sa propre chute. Un empire peut survivre aux attaques extérieures, mais il est vulnérable à la division interne. Pendant que le monde admirait la façade impeccable de l'empire Cotillard-Canet, à l'intérieur, les 2 souverains commençaient à régner sur des royaumes de plus en plus éloignés. La divergence ne fut pas une explosion, mais une dérive lente, silencieuse et profonde. Le premier royaume était celui de Marion. Son statut a dépassé celui d'une simple actrice oscarisée. Elle est devenue une conscience mondiale. Son engagement pour l'écologie n'était plus un passe-temps de célébrité, mais une véritable croisade, une quête de sens qui semblait consumer tout le reste. Ses voyages pour Greenpeace, ses discours passionnés à l'ONU, ses prises de parole
radicale. Marion Cotillard n'appartenait plus seulement au cinéma, elle appartenait à une cause plus grande. Cette transformation a eu un prix, le temps, l'énergie et une distance émotionnelle et géographique grandissante. On peut se demander si cette quête pour sauver le monde n'était pas aussi une manière de s'éloigner d'une réalité privée devenue trop complexe. Ces choix de rôle à cette période sont révélateurs, des femmes en marge, des âmes tourmentées, des personnages luttant seuls contre tous, comme si son art commençait à refléter une solitude intérieure. Le second royaume était celui de Guillaume, tandis que Marion s'envolait pour défendre la planète, lui s'enracinait plus profondément que jamais dans la terre de France. Il est devenu le gardien d'un certain patrimoine culturel et émotionnel français. Son travail de producteur sur Au nom de la terre montre son attachement à la France rurale. Ses films, en tant que réalisateur, explorent les fractures de sa propre génération. Sa passion dévorante pour les chevaux et la compétition équestre le liait à un quotidien tangible, loin du glamour abstrait des sommets internationaux. Il y avait une forme de résistance dans cet ancrage. Peut être le poids d'être le mari de l'une des femmes les plus célèbres du monde, ou encore l'échec critique et commercial de son projet le plus ambitieux, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu l'ont poussé à se réfugier dans ce qu'il maîtrisait, son identité française. Deux mondes, deux quêtes existentielles qui ne se regardaient plus, et c'est là que le drame devient fascinant. Car s'ils ne se parlaient peu, être plus de la même manière dans l'intimité, un dialogue étrange et puissant a commencé à avoir lieu à travers leurs films. C'est l'hypothèse la plus troublante. Et s'ils avaient utilisé le cinéma comme une thérapie ou comme un champ de bataille, regardons les films de Guillaume. Des histoires d'amitié qui se délitent, de secrets de famille, d'hommes qui se sentent dépassés par les attentes. Était-ce de simple fiction ou des confessions sur son propre sentiment d'impuissance ou de décalage? Regardons les films de Marion, des rôles de plus en plus sombres, des femmes sacrifiées, des artistes maudites, des amoureuses trahies. Jouait-elle simplement des personnages ou pensait-elle ses propres blessures à travers eux? Le silence, c'était peu, être installé dans leur vie, mais sur grand écran, ils n'avaient jamais autant parlé. Ils se répondaient, se défiaient ou pleuraient leur distance à travers des personnages interposés, sous les yeux de millions de spectateurs qui ne savaient pas qu'ils assistaient, en direct, à la lente décomposition de leur couple de légende. Quand deux mondes cessent de tourner en orbite, l'un autour de l'autre, la collision est inévitable. Mais pour l'Empire Cotillard-Canet, il n'y eut pas de collision frontale, pas de bruit, pas de débris, il y eut une implosion. Une explosion silencieuse, méticuleusement orchestrée, qui fut peu être leur dernier chef-d'œuvre commun. L'annonce de leur séparation, en juin 2025, fut un modèle de communication de crise, un communiqué sobre, des mots choisis avec une précision chirurgicale, respect, bienveillance, priorité aux enfants. Rien ne dépassait. C'était propre, net, presque froid. Ils ont réussi l'impossible, faire d'un tremblement de terre une simple note de bas de page. Mais il faut se poser la vraie question. Pourquoi ce silence assourdissant? La protection de leur famille est la réponse évidente, mais elle n'explique pas tout. Ce silence était aussi stratégique. D'abord, pour protéger la marque. Une rupture acrimonieuse, avec des accusations publiques, aurait détruit rétroactivement l'image qu'ils avaient mis 18 ans à construire. Leur légende, basée sur l'élégance et la discrétion, n'aurait pas survécu à la vulgarité d'un déballage médiatique. Le silence était un acte de préservation de leur propre héritage. Ensuite, ce contrôle est profondément culturel. À l'heure où les célébrités anglo-saxonnes règlent leurs comptes sur les réseaux sociaux ou dans des interviews confessions, eux ont choisi une approche typiquement française, la primauté de la sphère privée. Le linge sale ne se lave pas en public. Leur silence était une affirmation de leur exception culturelle face au grand cirque mondial. Enfin, et c'est le plus tragique, ils étaient peu être prisonniers de leur propre légende. Comment un couple qui a incarné la perfection pendant si longtemps pourrait-il s'offrir une rupture normale humaine avec ses cris et ses larmes? C'était impossible. Leur séparation se devait d'être à l'image de leur histoire, maîtrisée, digne, presque irréelle. Ils ont joué leur rôle de couple iconique jusqu'à la toute fin. Cette explosion silencieuse fut leur dernier acte de pouvoir. En refusant le drame public, ils ont imposé leur propre narration une dernière fois. Le silence n'était pas une absence de bruit. C'était leur ultime message au monde, le testament d'un empire qui a choisi de disparaître sans un son, mais dont l'onde de choc
continue de se faire sentir. L'Empire est tombé. Après l'explosion silencieuse, il ne reste que les ruines d'une histoire parfaite et 2 survivants, un homme et une femme. Leur plus grand défi, aujourd'hui, n'est pas de surmonter une rupture, mais de survivre à leur propre légende. Car comment se reconstruire quand on a été la moitié d'un mythe? Pour la première fois en 18 ans, ils ne sont plus Cotillard-Canet, ils sont redevenus Marion et Guillaume, et dans cette séparation se cache, peut être une forme de libération. Libérés du poids de la perfection, de la pression constante d'incarner un idéal qui n'existait plus. Cette liberté nouvelle se verra-t-elle dans leur art? Verrons-nous une Marion Cotillard encore plus audacieuse, choisissant des rôles qui explorent les failles qu'elle n'a jamais pu montrer? Un Guillaume Canet qui se réinvente, loin de l'image à laquelle il était associé, leur rupture n'est peut être pas seulement une fin, mais la condition nécessaire à leur renaissance artistique. Leur véritable héritage n'est finalement pas celui d'un conte de fées, mais celui d'une tragédie moderne et complexe. Une fable sur l'impossibilité d'aimer sereinement sous le regard constant du monde, sur la manière dont 2 carrières exceptionnelles peuvent finir par créer un fossé infranchissable. La réussite de leur histoire n'est pas qu'elle se soit terminée, mais qu'elle ait réussi à exister avec une telle intensité et une telle grâce pendant si longtemps. Ils nous ont offert une version rêvée du couple pendant près de 2 décennies. Aujourd'hui, ils nous offrent une leçon puissante sur la finitude des choses, même les plus belles. Alors la question finale demeure, suspendue dans le silence qu'ils ont laissé. Finalement, un grand amour doit-il forcément durer pour toujours pour être considéré comme une réussite?